Ma partenaire et moi avons séjourné dans un Airbnb pendant nos vacances à Bali. Il s'agissait d'un appartement à 2 étages, avec une terrasse sur le toit. Nous avions notre propre piscine. L'endroit était charmant. Dès que nous sommes montés au 2e étage, j'ai senti que quelque chose n'allait pas. Je n'ai rien dit à ma copine pour ne pas l'effrayer, mais j'étais très mal à l'aise. La première nuit, ma copine a eu des terreurs nocturnes. Une entité plus grande la maintenait au sol, tandis qu'une entité plus petite se tenait à côté de la plus grande. Elle a crié dans son sommeil. Je me suis réveillée, j'ai paniqué et je ne l'ai pas trouvée pendant quelques secondes, jusqu'à ce que je la trouve de son côté du lit. Elle était visiblement bouleversée, mais elle s'est rendormie. Après la panique, je n'ai pas réussi à me rendormir et j'ai regardé la télévision. Il y avait une échelle dans la chambre qui menait à une sorte de mezzanine. Pendant que je regardais la télé, j'ai vu du coin de l'œil une petite fille penchée en bas de l'échelle qui m'observait. J'ai tourné la tête pour regarder, mais elle n'était plus là. Le lendemain, nous avons failli changer d'hôtel parce que nous étions tous les deux effrayés. Nous sommes tout de même restés, pensant que nous étions paranoïaques. Cette nuit-là, ma petite amie dormait et je me suis levée pour prendre quelque chose à côté de la télévision dans notre chambre. En marchant, j'ai failli avoir une crise cardiaque et je me suis mise en mode combat parce qu'au bout du couloir qui menait à la chambre, j'ai vu une femme en robe blanche et aux longs cheveux noirs qui se tenait là et me regardait. J'ai sursauté et j'étais prêt à me battre, mais lorsque je me suis retournée, elle avait disparu. C'est la dernière nuit que nous avons passée là-bas. Le lendemain, notre chauffeur balinais est venu nous chercher et nous lui avons fait visiter la maison, mais il était un peu bizarre. Nous lui avons raconté notre histoire et il nous a dit qu'il avait eu la même sensation lorsqu'il était monté au 2e étage. Il nous a dit aussi qu'il avait remarqué qu'il n'y avait pas de temple ou d'offrande que les balinais ont l'habitude d'offrir aux esprits. Nous en avons parlé à l'hôte, qui a été très gentille et nous a dit qu'elle était étrangère et qu'elle travaillerait avec les locaux pour mettre en place les offrandes coutumières et le temple. Je ne crois pas beaucoup à ce genre de choses, mais j'ai pensé partager mon expérience, car c'est l'expérience la plus effrayante de ma vie. Je n'avais jamais ressenti une telle énergie en entrant dans un lieu auparavant, et cela m'effraie encore. Nous séjournions dans un Airbnb. C'était à Nogan, une maison traditionnelle Navajo, près de Monument Valley. Il y a plusieurs chiens calmes et très amicaux qui se promenaient. Mes amis et moi-même, dont l'un a une peur bleue des chiens, n'avons eu aucun problème à les côtoyer ou à les caresser. Nous avions une vue magnifique depuis notre porte. Et il faisait froid, mais c'était confortable. Cette nuit-là, j'ai eu besoin d'aller aux toilettes et j'ai ouvert la porte et les chiens se sont mis à hurler comme des fous. Il y a une différence entre un chien qui aboie pour n'importe quoi, une personne qui passe par exemple, et ça, une réaction de lutte ou de fuite totale. L'un des chiens s'est approché de moi en courant, l'air inquiet, et en jetant un coup d'œil dans le désert derrière le Hogan. Sa fourrure s'est hérissée et il a soudain pris l'allure d'un loup. Il s'est enfoncé dans le désert à toute vitesse en grognant et en aboyant après une ombre gigantesque qui s'enfuyait. Il n'y a pas beaucoup d'animaux énormes dans la région. Quelques cerfs et chevaux, peut-être du bétail, mais celui-ci était plus gros. Je ne suis pas restée assez longtemps pour vérifier ce que c'était. Le lendemain matin, j'ai trouvé des empreintes fraîches de loup ou de lion de montagne et des empreintes de sabots, probablement celles d'un cheval, à l'extérieur du Hogan, les empreintes des chiens étant plus petites. Celui qui nous louait la maison nous a dit que nous avions peut-être vu un skinwalker. J'aimerais croire qu'il s'agissait d'un cheval. Il faisait nuit de toute façon. Les guides que nous avons rencontrés plus tard ont dit la même chose et s'en sont tenus là. Plus tard dans la journée, une amie est tombée soudainement malade lors d'une visite d'un autre Hogan et a failli s'évanouir. Cela ne lui était jamais arrivé auparavant.
le guide a dit qu'elle avait probablement de mauvais esprits attachés à elle. Elle s'est rapidement rétablie après être sortie. C'est tout. Dans l'ensemble, c'était un voyage vraiment merveilleux. J'y retournerais si je pouvais. Mon ami et moi avions parcouru l'Asie avec notre sac à dos pendant quelques mois avant de retourner aux États-Unis. Vers la fin de notre voyage, nous nous sommes arrêtés à Phuket, en Thaïlande, et avons pris une chambre dans un Airbnb pour la nuit. Le soir de notre arrivée, nous nous sommes couchés comme d'habitude, en partageant le lit comme nous l'avions fait pendant tout le voyage. Je dormais à point fermé lorsque je me suis réveillée et que mon ami m'a serré le bras avec une expression de terreur pure sur son visage. Alors que je la regardais, ne comprenant pas pourquoi elle était terrifiée, elle m'a dit « Tu vois ça ?» et m'a montré du doigt le coin de la pièce, de son côté du lit. J'ai levé les yeux et j'ai vu cette grande figure qui bougeait, s'étendait et s'effondrait en même temps. J'ai eu l'impression que l'énergie était aspirée de la pièce. Elle semblait être un mélange de noir et de rouge métallique incandescent. Il ne ressemblait pas du tout à un être humain. Mon cerveau n'arrivait même pas à comprendre ce que je voyais. Alors naturellement, j'ai répondu à mon ami en pointant le coin du doigt, en tremblant et en répondant « Oui, ça grandit ». Ce qui est vraiment bizarre, c'est que la dernière chose dont je me souvienne, c'est d'avoir pointé du doigt, d'avoir eu peur et de m'être réveillée le matin. Je me suis endormie, mais c'est plutôt comme si je m'étais évanouie. Le lendemain, nous n'en avons même pas parlé. Nous nous sommes dit, c'était étrange, hein, et nous sommes passés à autre chose. Des années plus tard, nous avons comparé nos notes sur ce que nous avions vu et vécu. Celles-ci concordaient en tout point, qu'il s'agisse de ce que nous avions vu, de ce que nous avions vécu ou de ce que nous avions ressenti. C'est l'une des choses les plus étranges qui me soit jamais arrivée et je n'ai jamais pu trouver d'explication à ça. Depuis que les restrictions liées à la pandémie ont été levées un peu plus tôt cette année, je vis dans une valise. Heureusement, mon travail peut être effectué à distance. Il me suffit donc de m'adapter au décalage horaire des endroits où je me rends. J'ai visité Santorin la semaine dernière parce que je pensais qu'étant donné que nous étions en décembre, passer mes vacances sur l'île ne coûterait pas cher. Cette hypothèse s'est avérée exacte, bien que ce soit principalement dû aux fortes précipitations de la région pendant les mois d'hiver. Heureusement, j'ai pu profiter de quelques jours de soleil au cours de la semaine. La première nuit des vacances a été plutôt calme. Je logeais dans un Airbnb à Pyrgos, l'une des villes de l'île de Santorin. C'est une ville assez petite. J'avais lu qu'elle était médiévale. Il y a une place publique qui est vraiment pittoresque. L'Airbnb était l'une de ces fameuses maisons cycladiques que l'on voit toujours lorsque les gens partagent des photos de Santorin, blanc ivoire et d'hommes bleus. Je m'intéresse toujours à l'histoire des lieux avant de les visiter. Mais comme il s'agissait d'un jour férié et que j'avais l'intention de le passer sans stress, je n'ai pas lu l'histoire de l'île avant de réserver mon vol et mon hébergement. J'avais toujours voulu visiter Santorin et profiter de ce dont les gens parlaient avec enthousiasme. Il s'agissait d'une expérience unique et j'adore m'abreuver de nouvelles expériences. Même hors saison, l'île est magnifique. Il y a des choses moins touristiques à faire, bien sûr, mais je préfère la beauté naturelle à celle qui est architecturée spécifiquement pour le plaisir humain. La beauté naturelle de Santorin était parfaite. Quoi qu'il en soit, le deuxième soir et après une journée passée à louer une voiture et à faire le tour de l'île, juste pour construire une carte mentale de la direction à prendre pour les différentes villes, j'étais épuisée et je me suis couchée. Nous sommes mardi soir vers 20h. Le décalage horaire commence à se faire sentir. Je me suis couchée vers 20h30, avec l'intention de me lever tôt pour explorer davantage, admirer de jolis paysages et peut-être déjeuner dans cet endroit sympathique que j'avais visité à Fira, une autre ville de l'île. Vers 1h du matin,
Je me suis réveillée très brusquement et j'ai eu l'impression de ne plus pouvoir respirer. J'ai de l'asthme, alors je garde toujours mon inhalateur à portée de main du lit, juste au cas où. Mais je n'arrivais pas à bouger mon corps. J'avais l'impression que quelque chose était sur ma poitrine, m'empêchant de respirer. Je ne pouvais pas atteindre mon inhalateur, tout mon corps était collé au lit. Et là, j'ai vu quelque chose que je ne peux pas expliquer. Une ombre se tenait à côté du lit. Elle ressemblait à une personne très âgée, un peu bossue. Je ne pouvais pas distinguer le visage, ni même l'emplacement des yeux. Tout ce que je savais, c'est qu'on m'observait. De toute évidence, ce n'étaient pas les quelques minutes les plus festives de ma vie, car je perdais aussi mon souffle. En fait, je paniquais. Et soudain, j'ai accepté que j'allais mourir. Je ne sais pas pourquoi, je l'ai simplement accepté. Puis j'ai pris une bouffée d'air, très tardive, et j'ai enfin pu bouger à nouveau mon corps. Quand j'ai réussi à prendre une bouffée de mon inhalateur, parce que je me sentais encore respirer de façon irrégulière. Croyez-moi, quand on a de l'asthme, on sait quand quelque chose va bien et quand quelque chose ne va pas bien. J'ai allumé la lumière dans la pièce et il n'y avait rien. J'étais épuisée, alors j'ai décidé de me rendormir. Je ne voulais pas penser à quoi que ce soit. Le décalage horaire est une vraie plaie. J'ai suivi une thérapie le lendemain. Ma thérapeute et moi faisons des appels Zoom, ce qui est très bien car je peux lui parler de n'importe quel endroit où je me rends. Après l'incident, et pendant toute la journée, je me suis sentie vidée et extrêmement déprimée, plus déprimée que je ne l'avais jamais été dans ma vie. J'ai vu quelques beaux paysages, mais la plupart du temps, j'avais l'impression que je pouvais conduire la petite voiture de location du haut d'une falaise et que personne ne s'en soucierait. Et au moment de ma séance de thérapie, j'ai raconté à ma thérapeute ce qui s'était passé. Elle m'a dit qu'elle avait l'impression que quelque chose m'avait rendu visite. Puis elle m'a raconté qu'elle traitait un patient qui avait acheté un terrain avec sa femme. Il s'est avéré que ce terrain était l'endroit où l'on tuait les esclaves et elle m'a décrit la même expérience que celle que je venais de lui décrire. Les détails étaient exactement les mêmes. Évidemment, cela m'a fait très peur. J'avais un peu peur de dormir, mais comme j'avais payé l'Airbnb pour toute la semaine et que j'avais besoin d'acclimater mon horloge biologique à l'heure grecque, il n'était pas possible de rester dans un autre hôtel, car c'était la basse saison à Santorin, ce qui signifie que les hôtels sont fermés pendant toute la saison hivernale. Il y avait bien quelques hôtels ouverts, mais mon travail ne me rapporte pas un salaire à 6 chiffres, et ces options étaient plus chères que l'endroit où je logeais. J'ai très bien dormi la nuit suivante, et la nuit d'après, pas de dépression ni d'idée de suicide non plus. J'étais curieux de connaître l'histoire de l'île en raison de mon expérience. Alors j'ai fait une recherche sur Google pour savoir quel décès s'était produit à Pyrgos. Il s'avère que Santorin est connu pour être l'endroit le plus infesté de vampires au monde. Ils avaient l'habitude d'amener des vampires présumés pour les tuer. À Santorin, un vampire est appelé Vraikolakas. Apparemment, le mythe est une telle réalité à Santorin que les habitants de l'île n'ouvrent la porte qu'après le 2e coup. Car si quelqu'un ouvre au premier coup et que le visiteur est un Vraikolakas, il entrera dans la maison. Je n'avais aucune idée de ce mythe ou de l'histoire de l'île avant de partir. Je voulais passer des vacances agréables, loin, très loin de l'agitation de la ville où je vis. Je ne voulais pas me demander qui était mort sur mon lieu de vacances et pourquoi. Ma fille et moi venons de rentrer de notre voyage en Virginie, où nous avions réservé un Airbnb pour 6 nuits. Nous sommes partis après la 3e. L'hôte avait l'hospitalité du Sud, mais quelque chose n'allait pas dès le début. Le code de la porte utilisé était une série de 7 chiffres, et il était presque impossible pour moi de m'en souvenir. J'ai fini par nous enfermer dehors à l'arrivée et au déchargement, et j'ai dû marcher jusqu'à la maison de l'hôte pour lui demander à nouveau le code. Elle nous a accueillis et a commencé à nous poser des questions, mais elle s'est surtout adressée à ma fille de 8 ans. J'ai trouvé ça étrange. De plus, à notre arrivée, elle nous a dit que nous devions fermer les rideaux, même si c'est un endroit sûr, parce que nous sommes 2 filles. Il faut savoir qu'il n'y a pas d'autres maisons dans les environs, puisqu'il s'agissait d'une immense propriété privée. Nous sommes retournés à l'endroit où nous logions et sommes rentrés dans les lieux. La première nuit,
j'ai entendu ce qui ressemblait à un insecte assez gros, à carapace dure, qui volait continuellement dans le mini-split de la chambre. Cependant, après 18 heures de voyage, j'étais trop fatiguée pour m'en préoccuper. La deuxième nuit a été une autre histoire. La salle de bain attenante à la chambre du deuxième étage n'arrêtait pas de faire un bruit métallique pendant que nous étions au lit. Heureusement, ma fille s'est endormie. Cependant, je n'arrêtais pas de ressentir de l'anxiété. J'étais déstabilisée. Pendant les 2 jours où nous faisions des allées-venues, un ventilateur que j'avais laissé allumé était éteint à chaque retour. Dans la salle de bain, il y avait un petit miroir extensible, le seul miroir, que l'on pouvait également incliner vers le haut et vers le bas. Le miroir était toujours incliné vers le bas, à la hauteur d'un enfant. J'ai supposé qu'il s'agissait de ma fille, jusqu'à ce que je l'incline à nouveau le dernier jour. Je suis descendue là où ma fille faisait du coloriage, et je suis remontée pour constater que le miroir était à nouveau incliné. Enfin, la 3e nuit a été la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Après avoir eu l'impression les jours précédents d'être constamment observée, ma fille est allée prendre une douche et m'a dit « Je ferme les portes de la salle de bain pour que les lucioles ne puissent pas m'observer. » Ma fille est très extravertie et attachée à moi. Elle ne veut jamais que la porte de la salle de bain soit fermée lorsqu'elle prend sa douche. Cela m'a fait comprendre qu'elle aussi ressentait quelque chose, mais qu'elle n'avait pas les mots pour l'expliquer. Nous sommes finalement allés nous coucher et elle s'est endormie rapidement. Cependant, une fois de plus, je n'arrivais pas à dormir à cause de l'anxiété et j'ai commencé à avoir des crises de panique, ce qui n'est pas mon habitude. C'est alors que les bruits ont commencé, mais en pire que les 2 nuits précédentes. Le bruit métallique dans la salle de bain s'est amplifié et s'est accéléré. J'ai essayé de me dire qu'il s'agissait d'une souris. Cependant, j'ai dormi dans des cabines où il y avait des souris qui laissaient des excréments, faisaient des couinements et que l'on pouvait entendre se déplacer. Rien de tout cela ne s'est produit. J'ai alors entendu ce qui ressemblait à quelqu'un qui manipulait les objets laissés sur le comptoir de la salle de bain et j'ai eu l'impression qu'il avait fait tomber un verre. Ensuite, j'ai entendu la porte du placard situé en face du lit s'ouvrir. Mais mes valises étaient dans le passage et j'ai entendu la porte les heurter. Ces bruits ont duré des heures. Tout en moi me disait de courir, de protéger ma fille et de partir au plus vite. Le lendemain matin, je suis allée dans la salle de bain et j'ai vu des empreintes de pas boueuses qui sortaient de la douche et se posaient sur une serviette blanche posée devant la douche. Il n'y en avait pas la veille. J'ai essayé de l'expliquer, mais je n'y suis pas parvenue. Ce n'était pas ceux de ma fille. De plus, elle n'avait pas joué dans la boue ces jours-là. J'ai immédiatement commencé à faire nos valises pour ne plus jamais revenir. Après 2 nuits sans retour, l'hôte m'a envoyé un message et m'a proposé une nuit supplémentaire gratuite à ses frais. J'ai évidemment refusé. Il m'a fallu plusieurs jours pour me débarrasser de cette expérience. C'était tellement effrayant que je ne séjournerai peut-être plus jamais dans un Airbnb.